Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne forme, que vous allez bien, nous sommes au cœur de l'été en 2025, il fait un petit peu chaud, mais c'est pas pour ça qu'on tourne pas des vidéos. Alors tout de suite, je vous propose de plonger dans la philosophie de la pop culture avec quelque chose de très particulier qui va certainement faire appel aux plus millennials d'entre vous, la Triforce. La Triforce, c'est ce symbole que l'on retrouve dans The Legend of Zelda, The Ocarina of Time par exemple, le meilleur opus de la série, à moins que vous n'ayez pas eu peur pendant Majora's Mask, mais ça, c'est vous qui voyez. Et donc dans la Triforce, qu'est-ce qui se passe? On a trois petits triangles dont l'un représente la sagesse, l'autre le courage et enfin le dernier la force. Dans le jeu vidéo, ces trois triangles, je ne spoile rien, sont éclatés entre trois personnages du jeu. Dans la vraie vie, il convient de les avoir les uns les autres, etc. Pourquoi? Parce que ça aide à lutter contre un concept un petit peu particulier qui est celui de la précarité existentielle. En tout cas, moi, ça m'aide à lutter contre et je vous en parle tout de suite. La précarité existentielle, c'est le fait d'avoir peur de l'existence. C'est le fait de se dire que, ma foi, on est des gens faibles au milieu d'un monde dangereux et qu'il risque de nous arriver quelque chose de très très grave. La précarité existentielle, c'est quelque chose de beaucoup plus important au XXIe siècle qu'il ne l'était pendant les siècles d'avant. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'une génération qui considère que la vie va être plus difficile dans les temps à venir qu'elle ne l'a été dans les temps précédents. Si vous demandiez à quelqu'un en 1970 comment il ou elle imaginait l'an 2000, il ou elle vous répondait un peu naturellement, eh bien il y aura des voitures qui volent, des gentils extraterrestres et nous serons tous dans des combinaisons multicolores capables de déplacer les objets avec la pensée. Aujourd'hui, si on imagine le monde dans 30 ans, eh bien, 2055, moi je l'imagine plus comme un monde post-apocalyptique après une grosse guerre zombie, voilà. La preuve, la multiplication des clubs survivalistes ou encore l'anxiété naturelle sur le climat. Et il n'est pas évident de lutter contre cela, de lutter contre ce sentiment un petit peu amer, à la fois cette frustration et cette tristesse qui nous envahit, et puis cette colère aussi, parce que on peut être un petit peu en colère face à l'augmentation des choix qui s'offrent à nous dans un monde où il y a de moins en moins de barrières, mais où il y a toujours des plafonds de verre, c'est-à-dire des fausses barrières, des barrières qui nous sont inculquées, que nous avons intégrées, mais qui ne sont pas édictées dans le monde, qui ne sont pas écrites. Et donc ça donne un sentiment d'injustice qui est puissant, qui est fort, ça peut vous donner beaucoup de frustration et donc beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, et à la fin des fins, tout ça, ça donne quoi? Une tristesse qui empêche de faire les choses, de la procrastination. On se met dans son lit, on éteint tout, on ouvre TikTok ou on ouvre Netflix, et on procrastine pendant des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, des semaines. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul à qui ça arrive, vous n'êtes pas la seule à qui ça arrive à tout plein de gens, et ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, on peut lutter contre, et je vous dis comment tout de suite. Sagesse, force et courage. D'abord, il faut avoir la sagesse de discerner ce que vous pouvez changer de ce que vous ne pouvez pas changer. Parce que c'est ça, à mon sens, la sagesse. Bon, bien sûr, il y a une dimension de connaissance, connaître un maximum de choses, mais soyons honnêtes, on est à l'ère d'Internet. Connaître, ce n'est pas tant savoir les choses, c'est savoir où les chercher. Et donc, ce qui va être le plus intéressant, c'est de votre capacité à formuler ce que vous devez chercher, à faire des requêtes efficaces dans Google ou à faire des prompts efficaces dans ChatGPT, par exemple, plutôt que de connaître tout sur tout. Le discernement, c'est la vraie grande sagesse. Savoir ce que vous pouvez changer de ce que vous ne pouvez pas changer. Comme par exemple, la personnalité des autres. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est toxique pour vous, cette personne-là, vous ne pourrez pas la changer. Et ainsi, discerner, c'est discerner ce que l'on peut changer de ce que l'on ne peut pas changer, mais c'est aussi discerner la possibilité des différents choix qui s'offrent à nous. Vous avez un choix 1, vous avez un choix 2. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas un choix bien et un choix mauvais. En fait, il y a un choix qui a ses conséquences et ses implications, et un choix qui en a d'autres. Vos objectifs, si vous ne les atteignez pas, ce n'est pas parce que vous faites des erreurs, mais c'est bien parce que vous risquez d'atteindre des objectifs que vous n'aviez pas imaginés. Et ça, c'est aussi une question de discernement. Il y a des apprentissages de la vie, c'est vrai, et puis il y a des réussites vis-à-vis des objectifs que vous aviez imaginés. Et c'est ainsi que la sagesse rejoint une notion très particulière, qui est la notion de résilience. Cette capacité à sourire de nouveau après les épreuves de la vie, comme les deuils, comme ce qu'on appelle les échecs. Moi, c'est un mot que j'aime pas du tout. Je considère que les échecs n'existent pas. Mais en tout cas, ces moments où vous n'arrivez pas à faire ce que vous aviez prévu de faire, parce que vous avez atteint un résultat qui est différent et dont vous ne voyez pas encore les implications positives, mais que vous verrez à terme. Et ainsi donc, la sagesse, c'est le discernement de ce qu'on peut changer par rapport à ce qu'on ne peut pas changer. C'est le discernement
des différents choix, mais du continuum entre ces choix. Se rendre compte qu'aucun choix n'est mauvais, aucun choix n'est bon, mais qu'ils sont simplement des choix factuels. C'est se rendre compte que rien n'est tout à fait bon, rien n'est tout à fait mauvais, tout est généralement dans une zone grise, plus ou moins blanche, plus ou moins noire. Et vous allez choisir en fonction des cartes que vous avez en main à un instant donné. Et il ne faut pas vous en vouloir de faire les choix que vous faites. Parce qu'au moins, vous avez réussi à faire un choix. Rien de pire que l'immobilisme et que la paralysie face à un choix à faire. La sagesse, quelque part, c'est aussi la connaissance, mais enfin, plus que le savoir, c'est le savoir chercher. À mon sens, la sagesse, ça va être aussi la capacité à savoir que vous ne pouvez pas tout savoir vous-même. Vous-même parce que vous êtes pétri de biais. C'est les filtres par lesquels vous connaissez le monde. Ce n'est pas grave, on en a tous. Mais votre histoire, votre personnalité, vos sens font de vous des personnes qui voient le monde d'une certaine façon. Et vous ne voyez pas le monde de la même façon que votre voisin, ou encore pire, qu'une personne du même âge que vous, par exemple, à l'autre extrémité du globe, ou qu'une personne qui est votre voisine, mais qui n'a pas le même âge que vous. Vous n'allez tout simplement pas interpréter le monde qui vous entoure de la même façon. C'est ce qu'on appelle le filtre, le biais, et c'est ce qui fait que chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas détenir la vérité. Nous ne pouvons pas avoir une appréciation correcte de la réalité. Et ainsi, la seule façon de se rapprocher d'une forme de réalité, c'est d'éventuellement demander à l'autre son avis. C'est se rendre compte que l'avis personnel, ou que la conscience personnelle du monde, est une conscience parmi 7 milliards, et que celle des autres n'est pas une menace, n'est pas une réalité alternative, elle est simplement un ajout, elle est un apport. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Alors, comment appliquer ce que je viens de vous dire au quotidien? Imaginons que c'est pas votre journée. Bon, vous êtes couché, ça fait 3 semaines que vous faites pas grand chose, la vie est pas top en ce moment, vous êtes un peu à plat dans vos comptes bancaires et dans votre frigo. Ok, eh bien ce n'est pas grave. Parce que quand on tombe, on peut se relever. On n'est pas obligé de se relever aujourd'hui, on peut le faire demain. On pouvait le faire hier aussi. C'est pas grave. Vous le ferez quand vous serez prêt. Mais si vous décidez, si vous faites le choix conscient et sage de le faire maintenant, alors c'est un bon moment. Gardez cette étincelle à l'intérieur de vous. La sagesse de la Triforce, c'est la capacité à se regarder soi-même et à se dire « Je peux le faire parce que je sais que j'ai un impact sur ce que je vais faire. » Discernement, hein. Et je choisis de le faire. Et je choisis de le faire en conscience de moi-même, mais en conscience de ce que je connais. Et donc la première sagesse, c'est de se choisir des objectifs. Par contre, pour les remplir, là on fait appel à la force. Et c'est maintenant que nous parlons du deuxième élément de la Triforce. La force donne son nom à la Triforce. Parce que la force, elle est centrale. Il faut de la force pour concrétiser la sagesse, et on ne peut pas être fort sans être courageux. D'autre part, la sagesse et le courage sont des formes particulières de force mentale. Quand il est question de force, moi j'aime bien parler d'ambition. Certains préféreront le mot volonté qui est un petit peu moins connoté, un petit peu moins péjoratif. Mais je vois pas quel est l'élément péjoratif, franchement, quand on dit qu'on est ambitieux. Ça veut simplement dire que l'on a envie d'accomplir quelque chose. Soudainement, lorsqu'on dit ambition, cela sous-entend qu'on va se mettre à écraser les autres pour atteindre notre objectif. Non, non, non. La vraie force, c'est de lutter d'abord contre soi-même. La réussite tient à soi parce qu'il faut savoir discerner, et nous revenons à la sagesse, ce que l'on peut changer, soi-même, de ce que l'on ne peut pas changer, ce sur quoi on n'a pas de prise, les autres et ce qu'ils font eux-mêmes pour eux-mêmes. Quand on a de l'ambition, ou de la volonté pour réaliser des choses, il arrive plutôt fréquemment qu'il soit question à un moment donné de motivation ou de discipline. Alors, quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre? Eh bien, la discipline, c'est la capacité extrêmement pointue à réaliser quelque chose que l'on ne souhaite pas réaliser parce que l'on suit simplement le plan que l'on a fait. Souvent, le plan a été fait à un moment donné d'excitation particulière, de technicité particulière, qui est un moment de motivation. Moi, je me considère comme quelqu'un de pas extraordinairement discipliné. En revanche, je suis toujours très motivé. Le problème, c'est que la motivation, c'est un muscle. Et que les muscles, ça tétanise. Et qu'à un moment donné, il n'est plus question de motivation. On en a juste plus assez pour pouvoir fonctionner. La motivation, il en existe 2 types. La motivation intrinsèque, qui est la capacité à faire les choses parce qu'on est motivé soi-même. Et la motivation extrinsèque, on est motivé à faire des choses, mais pour le regard extérieur.
Et je vais vous donner deux petites choses qui vont permettre de monter et la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque à la fin de la vidéo, donc restez en ligne. Napoléon disait que la première victime de la guerre, c'était le plan. Mais qu'il n'était pas question d'aller à la guerre sans avoir de plan. Et bien il en va de même avec les objectifs. Si vous avez l'ambition de réaliser des objectifs spécifiques, particuliers, mesurables, parce qu'on n'améliore que ce qu'on peut mesurer, eh bien je vous recommande d'avoir un plan d'exécution. Alors peut-être que votre plan d'exécution, il est facile. Je me lève et je vais me doucher. C'est un plan d'exécution comme un autre. Peut-être que votre plan, il est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, votre objectif fondamental, c'est de courir un ultra-trail. En tout cas, ayez un plan. Ce plan, idéalement, il va utiliser une composante particulière qui est le temps, pour pouvoir composer vos efforts et ainsi vous épargner de l'énergie. Plutôt que de faire de très longs entraînements en petite quantité, faites beaucoup de petits entraînements. Cela vous épargnera les blessures, cela vous épargnera d'être trop épuisé, cela vous épargnera de consommer trop votre motivation en vous dégoûtant de votre objectif. C'est un petit peu ce qui est décrit dans l'excellent livre Atomic Habits de James Clear, qui en français se traduit par « Un rien peut tout changer », où il vous explique qu'un système d'habitude est beaucoup plus efficace si vous vous améliorez de 1% chaque jour. Vous allez arriver à beaucoup plus de choses que si vous décidez de donner un gros coup de poing dans la fourmilière de façon erratique de temps à autre. Le Grand Canyon n'a pas été sculpté par une grosse vague qui est arrivée d'un coup d'un seul. Il a été sculpté par le lent ruissellement de l'eau, année après année, millénaire après millénaire. Mais cela demande une vertu encore, qui est la vertu de courage, le courage de la persévérance, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, la troisième composante de la Triforce, le courage. Le courage, c'est essentiel. Le courage d'assumer ses responsabilités, le courage de surmonter une épreuve, le courage pour protéger ses proches. Le courage, c'est cette capacité à faire quelque chose que l'on n'a pas spécialement envie de faire, qui nous fait peur, qui nous met en colère, qui nous blesse, mais que l'on va quand même aller affronter alors que l'on sait que le résultat immédiat sera un résultat désagréable, mais le résultat au-delà sera un résultat qui sera positif. Je pense que tout le monde est courageux, mais vous avez une certaine forme de courage parce que déjà vous m'écoutez depuis tout ce temps, et que cela veut dire que vous avez une forme d'intérêt pour l'amélioration de vous-même. Et c'est courageux de se dire « je veux m'améliorer, je veux changer quelque chose à l'intérieur de moi pour être plus en accord avec la vie que je souhaite mener. » Et ainsi, le plus grand des courages, est-ce que ce n'est pas de traverser les crises? Les crises qui sont des révélateurs, qui sont des éléments qui craquellent le vernis du confort quotidien. Quand le vernis de ce confort n'est plus là, alors on voit la réalité nue telle qu'elle est. Et la crise, c'est ce qui vient vous remettre face à quelque chose de violent. Alors, il y a quelque chose qui l'illustre bien, c'est la pyramide des besoins humains, telle qu'elle a été décrite par Maslow par exemple. Elle est un peu ancienne, c'est vrai, elle n'est plus forcément d'actualité, mais elle décrit bien les choses et puis elle est simple à comprendre. À la base de cette pyramide, vous avez les besoins fondamentaux de l'homme, les besoins physiologiques. Boire, manger, dormir, s'accoupler. Et puis juste au-dessus, vous avez les besoins de sécurité, avoir un toit, avoir une sécurité émotionnelle. Et puis juste au-dessus, vous avez encore des éléments de l'ordre de l'affectif, parce que nous sommes des animaux sociaux. Et puis au-dessus encore, vous avez des éléments qui sont de l'ordre de l'accomplissement de soi. Mais comprenez bien, il faut d'abord que les bases de la pyramide soient remplies. Si vous avez l'estomac vide, vous ne pourrez jamais atteindre le sommet de la pyramide. Et ainsi, il y a un très joli dicton, ventre vide n'a point d'oreille. Alors, pourquoi être courageux? Moi, je vois deux éléments importants dans la notion de courage, qui sont applicables directement. D'abord, être courageux, c'est important parce que c'est une composante de la résilience. La résilience, vous savez, c'est ce qui vous permet de sourire après les épreuves compliquées. C'est le fait de se dire que derrière les nuages, il y a du soleil. C'est le fait de se dire que de toutes les façons, la vie est cyclique. Si en ce moment ça va pas, un jour ça ira mieux, etc., etc. Et ça demande une forme de courage parce que vous êtes dans un moment qui est un moment sombre et vous avez le courage de vous dire que les beaux jours reviendront. Autre élément qui est à prendre en compte lorsque vous essayez de booster votre niveau de courage, c'est que quand vous avez des objectifs qui sont ambitieux, souvent, quand vous allez composer vos efforts pour y parvenir, il va y avoir une phase de plateau, une phase où vous ne vous améliorez plus, où vous ne progressez plus, où les grands sportifs connaissent bien ça. Et cette phase de plateau, que moi j'appelle la vallée des larmes ou la vallée du désespoir, eh bien il faut une forme de courage, de la persévérance en fait, une belle forme d'opiniâtreté pour pouvoir passer outre. Et là, vous voyez, on a encore utilisé plein de mots différents pour parler un petit peu de la même chose. Opiniâtreté, courage, persévérance. Et ça, c'est formidable, parce que ça ouvre votre palette de pensée.
ça ouvre votre façon de conceptualiser les choses. Et plus vous ajoutez de la nuance dans votre façon de penser, plus vous vous permettez de penser de façon plus profonde, avec plus de différenciation, plus de discernement dans les différents choix, et plus de capacité de compréhension de l'autre. Et voilà, nous arrivons au bout de cette petite vidéo sur la Triforce, sur mon interprétation philosophique de la force, de la sagesse et du courage, et surtout de l'interprétation de la façon dont on peut utiliser ces 3 vertus pour enjoliver un petit peu sa vie, s'éveiller, se rendre meilleur. Puisque vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, j'ai un petit bonus pour vous. J'ai parlé de motivation. Et je vous ai dit, clairement, moi je suis pas une femme de la discipline, je suis plutôt une fille de la motivation. La motivation extrinsèque, la motivation intrinsèque, on peut les booster. Et je vais vous dire comment. La motivation intrinsèque, moi je la booste grâce à la gamification. À chaque fois que je dois faire quelque chose, que j'ai un petit objectif, etc., je le gamifie. Je me dis, ok, voici le plan d'action. Et à chaque élément du plan d'action, je vais donner des points d'expérience, des XP. Et à chaque fois que je vais les remplir, je vais accumuler les XP, je vais cocher et je vais me donner des badges, je vais me raconter une histoire. Et ça, c'est de la gamification, ludification en bon français. Je peux le faire avec mon IA génératif préféré et ça me permet de m'amuser en faisant. Et en cela, ça maintient ma motivation intrinsèque. Ouais, je sais, je suis un enfant. J'ai aussi une façon de booster ma motivation extrinsèque. Pour cela, j'utilise ce qu'on appelle un partenaire de responsabilité. Et c'est à la fois un coach et un supporter. C'est d'ailleurs plus un supporter qu'un coach. Il est là pour vous écouter, vous poser 2-3 questions, mais il est surtout là parce que quand vous allez faire votre appel avec votre partenaire de responsabilité, un appel hebdomadaire par exemple, que vous avez votre appel le dimanche à 20h, qu'il est dimanche 15h et que vous n'avez toujours pas commencé les objectifs que vous vous étiez fixés la semaine dernière, eh bien il va y avoir un rappel fort. Et là on est pile dans la motivation extrinsèque. Vous savez que votre ami il va pas vous crier dessus, mais vous n'avez pas envie qu'il soit déçu. En tout cas, ça marche pour moi. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a fait le plus grand bien. Posez-vous, regardez-la tranquillement. Ayez la sagesse de discerner ce que vous pouvez changer de ce que vous ne pouvez pas changer. Ayez la force de suivre les choix que vous avez réussi à prendre. Ayez le courage de persévérer dans ce que vous entreprenez. N'ayez pas peur, parce que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous peur de l'existence. Et que donc nous nous aidons, nous nous assistons les uns les autres. Prenez soin de vous, abonnez-vous, regardez le reste de mon contenu et dites-moi en commentaire ce sur quoi vous aimeriez que j'élabore un petit peu plus ou ce que vous aimeriez voir davantage sur ma chaîne. Je vous remercie. Prenez soin de vous.